Chers amis, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Flavia Maslin-Salvi, femme d'écriture, puisqu'elle est auteure de plusieurs ouvrages, elle est journaliste, elle a écrit une multitude d'articles, rédactrice en chef pendant 20 ans de Psychologie Magazine. Maintenant, elle s'occupe plus à l'accompagnement, mais donc elle est avec nous pour nous parler de son livre, de son dernier livre, Le petit livre des grands réconforts, hein. Alors, nous allons parler réconfort dans le sens de ce qui rend fort, n'est-ce pas, Flavien? Tout à fait. Mais avant, si vous le permettez, car je ne voudrais pas léser des consoeurs, je n'ai pas été pendant 20 ans rédactrice en chef. J'y Oui. ai été journaliste, chef de rubrique, rédactrice en chef adjointe, puis rédactrice en chef, conseillère éditoriale, vous voyez, et D'accord. Oui, il y a d'autres une ont progression. occupé ce poste. Il y a Voilà. une progression, Et d'accord. pas pendant 20 ans. Voilà, donc revenons à l'objet de notre rencontre, hein. Ce petit livre des grands réconforts, donc dans le sens de ce qui rend fort, hein. Oui, Bon. ce n'est pas de la consolation. Le réconfort, c'est littéralement, étymologiquement, se redonner des forces. Et c'est la suite d'un travail que je mène et que j'ai mené comme journaliste et auteur, avec toujours dans l'idée de proposer des outils de libération, d'autonomisation. Aux hommes et aux femmes qui se sentent coincés dans des situations de blocage, d'impasse, parce que tout ne mérite pas, en tout cas, tant qu'il n'y a pas une souffrance avérée profonde, une psychothérapie. Mais en revanche, on peut gagner en connaissance et en conscience de soi, si on sait lire en soi, si on se connaît mieux, et on peut s'apporter, en testant, en expérimentant, on peut s'apporter en se connectant à ses ressources, à la fois du réconfort, mais aussi une conscience des choses plus grandes, une conception, comment dire, un courage personnel qui va donner comment dire, l'envie et les possibilités de se réaliser, c'est-à-dire de vivre au plus près de qui l'on est vraiment. Et donc voilà, moi, mon travail, c'est de transmettre des outils que j'ai à la fois reçus de grands professionnels de la Des relation. outils, il y en a puisque vous proposez 75 antidotes. Voilà, à chaque cas de figure, il y a un outil. Alors, c'est pas un conseil, c'est pas une recette, hein, c'est pas un mode d'emploi. Moi, je travaille toujours par effet de résonance, c'est-à-dire que tout ce que je propose, je l'ai expérimenté et c'est sourcé. Hein, je fais pas du développement personnel magique, pas de poudre de perlimpinpin, mais par effet de résonance, les personnes ont un éventail de pratiques qu'elles peuvent tester et voir si ça leur va, si ça leur fait du bien, si elles se sentent mieux après. Et ça n'a pas une prétention à se substituer à une psychothérapie, bien Ah, sûr. mais enfin, ce que vous rappelez justement, c'est que si la souffrance est inévitable, perdre tout espoir ou sa force vitale ne l'est pas. Et notre plus grand pouvoir, donc, on a tous intérêt à s'en rappeler, c'est celui de choisir. Absolument. On a un cadeau merveilleux qui est le libre arbitre. Et c'est vrai que si on ne peut pas changer une situation, on ne peut pas modifier des faits, on peut changer le regard qu'on pose sur la situation, sur les faits, et se servir d'outils. Par exemple, des émotions dites négatives peuvent être de fantastiques leviers de changement ou des lanceurs d'alerte. Tout dépend de notre capacité, donc des outils que l'on a en main, pour les déchiffrer, les écouter et s'en servir. Voilà. Les émotions, d'ailleurs, vous les faites parler. Oui. Oui, 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 je dis que si la tristesse pouvait parler, ben, elle nous dirait qu'elle est souvent derrière la colère, que les personnes colériques, euh, eh bien, on le sait, derrière, il y a une tristesse, il y a un sentiment d'impuissance et d'injustice. La tristesse nous dirait aussi qu'elle vient de ce que l'on croit que l'on est un être limité, un être, comme je le dis toujours, né du hasard et voué au néant. Et là, je ne sais pas si vous voulez, là c'est le côté psy, mais on pourra aborder
la vision C'est spirituelle spirituel. des choses, hein, qui conduit à ce livre qui n'est Ah, pas d'accord. dans ce livre, hein, voilà. Mais en effet, la tristesse, comme la colère, comme nos émotions dites négatives, ont une foule de choses à nous révéler sur nous-mêmes. Ce sont vraiment des petites enquêtes que l'on peut faire pour se mettre à l'écoute de mais cette tristesse, cette démotivation, cette lassitude, ce découragement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et à partir de là, déjà se remettre en état euh, de se remettre aux commandes de sa vie, ça fait baisser la pression intérieure. Il y a le stress qui diminue et on sent qu'on peut agir, on n'est pas condamné à subir les choses et on n'a pas à se résigner. Voilà, et Donc vous ça, énumérez déjà, c'est bienfaisant. voilà, vous énumérez les comportements qui piègent, hein. De toute façon, le gros problème, c'est que d'une manière générale, les êtres humains, enfin, on en fait tous partie, donc, nous, on a tendance à majorer nos difficultés et à minorer nos ressources, hein. Ben, il faut dire qu'on n'est pas dans une culture qui favorise la démarche saine, qui serait exactement l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on vit dans une culture de la performance. On vit dans une culture de la faute, hein, de ce que Alice Miller appelait aussi la pédagogie noire. Pour apprendre, on doit faire peur, menacer, avoir peur. Euh, la compétition au lieu de la coopération. On confond la modestie, l'humilité. On est à la fois sommé d'aller bien, mais en même temps, on est sur un plan économique traité comme un agent de production ou une variable d'ajustement. Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour la tristesse, tous les états de mal-être en général, il y a une dimension personnelle, évidemment, qui est liée à l'histoire de chacun, euh, mais il y a aussi un contexte, il y a aussi une société, il y a Il y a aussi un notre discours dominant. culture. Il y a notre culture. Oui, Culture. Par exemple, l'échec peut être un levier de changement. Cette réaction est beaucoup plus évidente aux États-Unis, hein. absolument. Voilà, hein. Oui, ils le C'est-à-dire, disent d'ailleurs. il y avait, enfin, je vous interromps, Flavien, mais Non, c'est moi, pardon. non, non, pas de souci. Je me souviens, il y avait Anthony Robbins, enfin, il y a tous les, avec le personnage, il y a toutes les qualités et les excès du développement personnel. Mais donc, à une personne qui se plaignait d'avoir eu 5 échecs, il l'avait repris, lui disant, mais comment, tu n'as eu que 5 échecs, mais comment tu veux réussir avec seulement 5 échecs? Ben oui, Alors qu'en France, 5 échecs, les gens n'ont plus qu'à rester dans leur coin. c'est ça. On a tout de suite l'étiquette du loser, Voilà, du raté. voilà. Au lieu de, même dans 5 échecs, vous vous rendez compte, ça veut dire que 5 fois, la personne a essayé. Mais c'est remarquable d'avoir mis 5 fois sa motivation, son désir, son énergie, sa foi tendue vers un objectif. C'est remarquable. Et Non, dire 5 fois, il s'est planté. heureusement qu'on a essayé plus de 5 fois de se tenir debout parce qu'on n'aurait jamais appris à marcher. Tout à fait. Tout à fait. On serait, oui, on serait dans notre berceau encore. Alors, vous parlez de la mélancolie avec son charme discret. J'ai bien aimé l'expression. Oui, ça aussi, on doit aller bien, on doit être dans des émotions infantiles, vous voyez. On doit péter la forme, on doit éclater de rire plutôt que sourire. Ou alors, quand on va pas bien, c'est qu'on est en déprime, en dépression. On est dans cette culture binaire, primaire. Or, la mélancolie, comme la nostalgie, ce sont des émotions euh, clair-obscur, hein, qui sont du ombre et lumière, qui sont douce amère. Et c'est vrai que la mélancolie, c'est ce temps suspendu où on flotte un petit peu, où on se laisse aller à une forme de rêverie. Vous le dites très bien, ça peut servir notre créativité. Absolument. Les grands artistes étaient souvent de Voilà, grands mélancoliques, hein, pas seulement les romantiques. absolument, Oui. hein. C'est Et une capacité à rentrer aussi dans un état un peu onirique, hein, qui n'est plus celui de la raison raisonnante, ou ce qu'on croit être la raison. Ce n'est pas non plus évidemment le sommeil, c'est cet entre-deux où l'imaginaire où la sensorialité aussi est plus, a une acuité. Donc,
c'est là que les idées viennent, c'est là que les envies, le désir vient aussi de Absolument. faire telle ou telle chose. Donc c'est fécond, c'est un terrain fécond. Bon, la dépression, c'est autre chose. Là, on a besoin de se Oui, faire aider, c'est différent. bien Hein. sûr, bien sûr. La dépression, c'est vraiment la perte de goût pour la vie. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est la non-réponse à tous les stimuli, c'est l'état on le connaît, hein, de somnolence, de vision noire des choses, de non-réactivité à tout point de vue. Donc là, évidemment, il faut Ah, consulter et consulter très vite. Commencer par son médecin généraliste, par exemple, en disant ça va pas du tout, j'y arrive plus, je me traîne, ça ne va pas. Il faut pas rester dans cet état parce que c'est vraiment une spirale. Ça va très vite, la dépression. Donc, il faut, le mot spirale est tout à fait juste, quoi. malheureusement, oui, il faut vraiment réagir très vite et que les proches aussi ne minimisent pas un état comme ça d'inappétence, de fatigue et de somnolence hein, à la Bien vie. sûr. Ouais, Autrement, ben, dans les émotions, enfin, vous parlez de l'hypersensibilité, euh, qui est souvent vue comme une faiblesse, mais qu'on pourrait voir aussi comme une force, parce que souvent les gens hypersensibles, quelque part, ils ont une longueur d'avance, oui. hein, Ben oui, dans bien des domaines, hein. oui. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment bien vu cette longueur d'avance parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, c'est avoir des capteurs mais qui vont capter des choses qui sont ou pas encore là ou qui sont là mais invisibles et qui sont ressenties très fortement. Alors ça, c'est une force. Et la version, l'envers de l'hypersensibilité comme faiblesse, c'est-à-dire, ce serait comme un thermostat qui est trop fort, hein, qui est mal réglé et qui nous fait ressentir, alors le bon, c'est formidable, mais aussi les petites égratignures de la vie, les petites pointes, eh bien, nous les fait ressortir comme des agressions violentes. Donc, il y a quelque chose à réajuster, mais ce réajustement ne peut se faire que si l'on a identifié sa propre sensibilité, on va dire, excessive, mais sans jugement moral, hein, Voilà. excessif de fait. Euh, On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Absolument. C'est vraiment la clé. Et s'autonomiser, moi vraiment, ce à quoi je tiens vraiment dans mon travail, qui était mon travail de journaliste à psychologie, et voilà, ce journal qui a fourni pendant des années à des millions de gens Oui, tout à fait. des outils, hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dévaloriser et la psy et le développement personnel, mais c'est un procès un peu injuste et un peu rapide, sachant que ceux qui dénoncent aujourd'hui étaient les premiers consommateurs hier. Oui, 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 oui. Ils sont passés par cette case. Oh, mais puis Hein? alors, de manière pas toujours convaincante, Oui, mais autre surtout, chose. ça a aidé des gens à identifier des choses en eux, Bien sûr. pour d'eux. Bien, Et bien sûr. ça rend libre quand même de savoir ce qui se passe en Oui, moi, d'y voir plus clair dans mon oui. histoire, et de ne pas attendre que ce soit la vie qui décide pour moi ou que les autres me disent, ben, tu souffres de ci, de ça et de ça. Enfin, s'autonomiser, c'est quand même le premier pas de redressement dans sa dignité quand même. Cela a invité les gens à penser à penser en adulte, à penser par eux-mêmes. Hein? Absolument, Donc, absolument. de ce point de vue-là, faut pas tout jeter. Hein? Non, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, il y a un développement personnel, c'est comme la spiritualité, on pourra peut-être en parler, mais il y a un développement spirituel personnel que j'appelle vraiment pour les nuls au sens littéral, qui est vraiment de la pensée magique transformée, qui est infantile, hein. Vous avez dit le mot adulte, qui a des ressorts infantiles, des promesses, des miracles, des transformations. Bon. Alors évidemment, ça n'autonomise pas, ça ne libère pas, ça aliène et ça fait régresser. Ça peut faire Ou faire des bêtises. stagner. Hein, et ça peut faire faire pas mal de bêtises. Ah ben oui, bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut quand même du discernement. Voilà. Euh, Il faut prendre du recul, comme on le voit aussi par rapport au positivisme à tout prix, qui en réalité ne fait pas de miracle. Hein? mais non,
Ben non, c'est-à-dire que là encore, il y a des lacunes quand même conceptuelles, hein, j'allais dire. Ah, Il y a vraiment une différence. On confond allègrement la pensée positive et la psychologie positive. Ben, la pensée positive, c'est de, de badigeonner de rose quelque chose qui est noir ou qui est gris. Ben, une fois on enlève la peinture rose, on ne change rien. En revanche, la psychologie positive, c'est de s'appuyer sur des choses qui apportent, quels ressorts permettent d'avoir davantage de sens et de plaisir dans sa vie. Et c'est à chacun ouais, de déterminer. Il y a aussi voilà, des grands principes. La coopération rend plus heureux que la compétition. bien Euh, sûr. voilà, les liens qui font du bien permettent de vivre plus longtemps dans une meilleure forme physique et psychique. Vous voyez, ça, c'est du Voilà, côté de la mais psychologie par contre, positive. par contre, ce n'est pas se mentir à soi-même. Hein. Ah non. Hein, voilà. C'est pas se raconter, se Hein. dire, oh, je pense très fort à telle chose et puis ça va arriver par la loi de l'attraction. Et Dieu sait s'il y en a des bouquins là-dessus. Hein. Énormément. Énormément, hein. Ce sont des contes pervers Voilà. d'adultes pour enfants. Voilà. Parce que la loi d'attraction, il faut la connaître, mais il faut être capable d'aller au-delà. Parce que, Oui, et puis d'où on la pratique. Vous oui, voyez, si je la pratique au niveau de ma petite conscience ordinaire, que j'appelle la conscience du moi, ben je suis l'enfant qui va écrire sa lettre au Père Noël, hein, voilà, et qui exactement. recevra rien. Voilà. Si je la pratique au niveau supérieur de ma conscience, ce que j'appelle la conscience du soi, bon, ben, il se passe autre chose parce que ma conscience est élargie, les choses se décident et se passent à un autre niveau. Je ne parle plus du même endroit, donc je ne reçois plus les mêmes choses. Voilà. Vous évoquez aussi la nostalgie, le fameux c'était mieux avant. Oui. Hein. Alors cette nostalgie, elle peut être utile. C'est encore une fois, en psychologie comportementale et cognitive, il y a un réel bénéfice quand on ne va pas trop bien à se tourner vers ces moments où on a été bien, déjà pour les revivre et ressentir les bénéfices positifs que ce moment heureux de partage, quel que soit ce moment, les effets, les émotions positives, les sentiments bienfaisants, bon, les revivre, ça fait du bien. Et comprendre que cela a été possible et, Exactement, exactement. Et et le que ça peut second, donc voilà. l'être à nouveau. Absolument. Et ça, c'est vraiment un exercice de TCC tout simple, thérapie comportementale et cognitive, se dire, mais si je l'ai fait une fois, mais je peux le revivre. Et la même chose pour les épreuves. Quand on se tourne vers une épreuve qu'on a surmontée dans le passé, une épreuve banale, même insignifiante, si on dit à un enfant, regarde le jour où tu es tombé là et que tu t'es relevé, tu as réussi à te relever, à aller jouer, ta douleur est passée. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit que ce que tu as fait de positif, tu pourras le refaire. Et nous-mêmes, en nous remémorant des choses difficiles que nous avons traversées et surmontées, juste en prenant un petit peu de temps pour dire, mais oui, c'est vrai, j'ai réussi à avoir ce culot ou à avoir euh, cette bonne idée ou peu importe la ressource à laquelle on a accédé, mais on peut le refaire, c'est en nous. Voilà, ça aide à relever la tête, pardon, la tête du guidon. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, vous évoquez, bah, c'est un autre sujet, les vampires relationnels. Alors, ça ne concerne pas seulement les pervers narcissiques, parce qu'on n'entend parler que de pervers narcissiques, Ah oui, actuellement, hein. C'est à oui, la oui. mode, mais il n'y a pas que les pervers narcissiques, hein. Vous le dites très bien, hein. Non. En effet, il y a ces vampires relationnels, ces loups-garous, c'est-à-dire au double visage, hein. Le loup-garou, c'est l'homme qui est très sympa dans la journée, l'humain, et puis nuit de pleine lune, c'est la bête sauvage qui apparaît. C'est vrai qu'il y a dans ce qui peut nous affaiblir et auquel on ne pense pas toujours, on pense toujours au grand méchant loup tout de suite, mais il y a des personnes, des types de relations qui aspirent vraiment notre énergie et qui nous manipule par euh, pas par du chaud-froid comme le pervers narcissique, mais plutôt en faisant appel à notre empathie, à notre compassion, à notre pitié, qui viennent titiller la fibre maternelle ou paternelle en nous-mêmes. Et nous donnons, nous donnons, nous donnons. Et une fois que ces personnes sont rassasiées,
eh bien, elles vont dépenser cette énergie acquise pour leur propre profit et elles nous laissent sur le carreau. Donc, c'est vrai que c'est surtout au travail et en famille hein, qu'on peut euh, faire ce petit exercice de se dire un petit arrêt sur image en disant, mais voilà, là j'ai passé une heure avec ou une demi-heure avec cette personne. Et comment je me sens chaque fois avec elle? Est-ce que je me sens vraiment fatiguée ou est-ce que j'ai le sentiment de lui donner des choses mais qu'elle m'a extorqué? Voilà, Oui, vous parlez, Flavia, de calories relationnelles. oui, il y en a des vides et il y Est-ce en que a ça me des... laisse vide, hein? Absolument. Ce sont toutes ces relations qui n'ont pas de sens, Voilà. mais comment dire, qui vont prendre du temps, de l'énergie et auxquelles on n'ose pas mettre fin ou poser des Les distances par fausses, habitude. les fausses obligations. Absolument. Donc, vous donnez un conseil simple mais puissant, important, essentiel, c'est de savoir dire non. Oui, oui, déjà se dire non à Oui. soi-même, hein, c'est parce que souvent quand on n'arrive pas à dire non à l'extérieur, évidemment, c'est qu'on ne sait pas à soi-même se dire non. Se dire, écoute, maintenant ça suffit, cette personne ne t'intéresse pas, vous n'avez plus de points communs. Il arrive même que tu sois euh, peut-être même agressé par son comportement, par ses valeurs, et tu n'as pas envie de la fréquenter. Donc peu importe si c'est quelqu'un de la famille, si c'était une relation de travail, euh, pense à, enfin, c'est vraiment être dans son champ de cohérence et d'être honnête avec soi-même. Voilà. De Et dire non, j'ai pas envie, voilà. Et de donc on savoir, s'éloigne, on dit non, et de savoir poser ses limites. oui. Et donc on posait à ceux de fait qui n'en ont pas. Et alors, vous en, je passe d'un, je suis tout le temps en train de changer de sujet, mais votre livre, justement, c'est un petit peu ça, puisqu'il y a 75 antidotes. Donc, vous parlez aussi du bonheur par procuration sur les écrans. Hein. Ah oui. Hein, ça, c'est vrai que ça concerne apparemment pas mal de gens. Hein. Ah ben oui, et ça commence très tôt, très Voilà. tôt. Et cette espèce d'exposition permanente de soi qui oblige à donner en permanence ce qu'on appelle, enfin, j'ai du mal avec cette expression, mais la meilleure version de soi-même, déjà extrêmement coûteuse en énergie psychique et très, très insécurisante pour la personne qui ne se sent, qui ne va se sentir aimée que quand elle est au mieux d'elle-même. C'est très culpabilisant. Hein. Physiquement, voilà, que sa vie va bien. Donc il y a une pression terrible déjà sur la personne qui joue ce jeu-là. Et elle inflige en plus aux autres un sentiment soit de médiocrité, soit de compétition. Alors, on peut se dire, face à ces vies exposées, magnifiées, oh, elle a de la chance, moi, ma vie est nulle, je ne suis pas aussi jeune, aussi mince, aussi belle, ou bien alors euh, de l'envie. Que des basses, vous voyez, des basses émotions, c'est ces passions tristes hein, dont parlait Et Spinoza. Et donc, c'est un cercle vicieux dans lequel chacun rentre en pensant trouver une compensation narcissique à une fragilité, à un sentiment d'insignifiance, et finalement, ça ne va faire que creuser, renforcer son sentiment d'insécurité et de faible valeur. ça renvoie la personne à ses limitations. Ah oui, et pire que ça, à creuser vraiment Oui, oui, oui. son manque de confiance en elle, hein. Donc, c'est ce que vous appelez cette notion de jour parfait, hein, le perfect day. Donc, c'est tout le danger d'un idéal inaccessible, Mais souvent. bien sûr, il faut le ramener à sa propre vie. Et l'idée, c'est toujours moi. Et de quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? C'est vraiment un anticonformisme social, hein, se libérer. C'est tourner le dos à toutes les lois du bonheur ou de la réussite que les autres ont écrites pour nous. Hein, dans un monde qui est ce qu'il est, ce monde-là n'a pas de leçons à nous donner. Voilà, c'est ne pas laisser les autres écrire notre scénario. Voilà, et encore moins cette société, encore moins ce monde. Hein, y a pas, voilà, on n'a pas de leçon à recevoir de ce monde, hein, quand même. Et puis, vous nous rappelez, vous nous invitez à redécouvrir la sagesse de Saint Augustin, qui,
qui nous disait en fait le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a Est-ce que déjà, hein. oui, tout Et à fait. effectivement, ça simplifie beaucoup de choses, hein. Oui, et c'est pas se réduire à quelque chose d'un peu étriqué ou minable, non, c'est Non, d'abord de se poser la question de ce qui nous rend, comment dire, ce qui nous fait vibrer, encore une fois, ce qui a du sens pour soi, ce qui est sous l'écume des vagues, des petits désirs ou des petits plaisirs, ce qui nous structure, ce qui nous redresse, et ensuite d'essayer comment dire, d'y mettre toute son énergie, que toutes nos actions convergent. Et c'est pas facile parce que ça veut dire parfois aller contre les attentes que l'on avait pour nous. Ça peut vouloir dire décevoir des proches. Ça peut vouloir dire soi-même se surprendre, changer et dire ben oui, ça ne me convient plus, ce travail, cette relation, ce fonctionnement. C'est vraiment se donner cet espace de liberté intérieure pour se sentir être au plus près de sa singularité personnelle. Et ça, alors c'est l'œuvre d'une vie, mais ça se fait par des ajustements et attendez. des micro-prises de Attendez, conscience. chère Flavia, on a un invité surprise. Oh, Voilà. mais comment s'appelle ce charmant Pe- invité? Pequeño. Oh, oh, il est adorable. Alors là, vous tombez sur une fan des chiens et des animaux en général. Ouais, ah ben moi, c'est pareil. Du coup, j'en ai perdu le fil. Euh, Oh. donc, et vous dites aussi, bien sûr, avec à grande justesse, qu'une vie modeste peut avoir énormément de moments précieux si elle est vécue dans la gratitude, enfin, si on sait trouver des sources de gratitude, hein. Oui, mais Comme une vie la modeste, présence c'est de une vie ce genre de honnête. petits personnages, par exemple. Oui, voilà, mais oui, Hein, hein. des maîtres de sagesse, bien sûr, Voilà. bien sûr. Voilà, bon, c'était l'invité surprise, hein. Oh, quelle charmante surprise. Alors, vous parlez du don, hein, avec le fait qu'il y a autant de plaisir en réalité à donner qu'à recevoir, hein. À condition que ce don soit un don gratuit. Et ça, c'est pas Sans facile, attendre, sans attendre. Voilà. sans attendre. Je, je- Il y a ce je- mot je sais japonais, bien que c'est ce que vous voulez dire, mais tout à fait. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce mot japonais, mushotoku. C'est sans but ni esprit de profit. Parce si on a des attentes, ben déjà, c'est un don très conditionnel. Et et si avec le les risque attentes sont avec déçues, le risque de la déception. absolument. Et donc là, on va être dans l'amertume, dans la colère, la déception, le désir peut-être de revanche. Donc ça ne génère pas de jolies choses. En revanche, faire ce qu'on estime bien, ce qu'on estime vrai, ce qu'on estime bon et juste, juste pour le sens et le plaisir de cet acte, ça ne peut pas nous décevoir. Ça ne peut que nous grandir. Mais c'est pas un don conditionnel, c'est pas un don sentimental, c'est un don qui émane de la partie la plus haute de soi. Et ça fait toute la différence entre les petits marchandages et les petites tractations et les petits commerces sentimentaux et affectifs des relations ordinaires. Voilà, vous nous invitez aussi à donner notre attention à la beauté. Oui, Sous la plume de Dostoïevski, d'ailleurs, il y avait le prince Mishkin qui disait «La beauté sauvera le monde». oui, C'est vrai que notre monde a besoin de beauté, hein. oui. Alors, c'est vrai que cette phrase, bon, alors je ne pense pas qu'elle sauvera le monde en Non, ce sens ce qui qu'elle la peut être, sauvera, c'est l'amour. voilà, Ah, c'est on est l'amour. Mais enfin, d'accord. bien sûr, mais cela dit, la beauté, c'est Mais la important. beauté peut être en tout cas une porte d'entrée Voilà. vers notre conscience la plus haute, vers la part la plus belle et la plus, la moins basique, on va dire, la moins humaine de l'humain qu'on a, humain au sens de petite conscience de mammifère Oui, oui, pensant un peu évolué. Mais du la simple beauté, noble. voilà, au sens où noble, la beauté nous grandit et elle nous fait du bien et se balader dans les œuvres d'art peut être une consolation dans les moments les plus difficiles. Un film, une musique, un tableau, chacun suivant son inclination naturelle, hein. Certains vont être des auditifs, d'autres des visuels. Mais c'est vrai qu'il y a une consolation dans l'art. C'est un,
dans cette intimité face ou dans une œuvre qui est bienfaisante. Vous évoquez aussi une notion que j'ai bien aimée, c'est l'idée du droit de retrait, Ben oui, hein, qu'on s'autorise à s'écouter ou parfois, comme oui, tout à l'heure vous l'avez évoqué au sujet des relations, justement, hein, savoir exercer notre droit de retrait, hein, absolument. pas en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, hein. Avec, et y compris quand nos valeurs et nos états d'esprit du moment, on n'a pas à continuellement prendre sur soi pour satisfaire l'image qu'on a de soi, mais aussi les attentes des autres. Et le droit de retrait, ben, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est poser les limites. Et c'est aussi, et même si c'est très peu valorisé dans notre culture, c'est parfois préférer la solitude, préférer une vie sur la périphérie plutôt qu'au centre de l'animation, de l'agitation, et donc prendre quelque part, momentanément ou durablement, le risque un peu d'une certaine marginalité. Mais tant pis, la qualification n'appartient qu'à ceux euh, qui l'utilisent. Mais ce droit de retrait, c'est une manière de se respecter et de rester fidèle à ce que l'on est et à ce que l'on ressent. C'est presque un devoir. J'aurais dû peut-être dire le Oui, devoir de retrait quand on en a besoin. de conjuguer le verbe être, enfin, notre je suis avec intégrité, hein. Oui, oui, ça Et- c'est un et mot-clé. Oui. vous parlez Il y a tant de choses dans votre livre, attendez que je me souvienne. Vous donnez des pistes pour continuer à souffrir. Enfin, vaut mieux pas les suivre, mais vous les mettez en évidence, Ah hein. ben oui, ah, mais c'est vrai que continuer à penser on n'a pas de libre arbitre, mais c'est la vie qui est comme ça. Aussi qu'on n'a pas de chance pour X et X raisons, se plaindre, parce qu'on sait que la plainte engendre, ce sont des états comme le stress est cumulatif, mais la plainte, c'est vraiment un poison. Râler, se comparer. Hein, il y a des tas comme ça de comportements kamikazes, on peut le dire, qui nous assurent de rester dans la souffrance, dans le mal-être, dans l'autodévalorisation. Et bon, même s'il y a des bénéfices secondaires, on le sait, à ces états, Oui. Enfin, bon, en aucun cas, ça nous rapproche de nos aspirations. ah non, En ah aucun- non, ah non. C'est encore une vision un peu, c'est plutôt, comment dire, un comportement. Euh, aussi de blessure qui n'a pas été identifiée, hein. Quand on rejoue un schéma de souffrance, c'est qu'on n'a pas identifié la blessure profonde qui est aussi notre marque de fabrique, en tout cas au niveau de, on va dire, de l'incarnation, de la conscience du moi. Euh, et pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important dans le mécanisme de libération, d'autonomisation, savoir de quoi l'on souffre, de quoi l'on a souffert au départ, ce qui a conditionné des comportements d'adaptation qui nous ont permis de survivre à un moment donné, mais qui sont après obsolètes. Ils n'ont plus lieu d'être, hein. Absolument. Voilà. Euh, on voit au travers de tout ce que vous écrivez qu'en fait, on n'est pas destiné, on est programmé. Oui, on est conditionné, en fait. Voilà. Et notre dignité, c'est de repérer le processus et repérer le savoir qu'on est conditionné pas pour notre bien, repérer les conditionnements généraux de la société, puis les nôtres en particulier, et s'en affranchir. Et Voilà. ça, on ne peut le faire en conscience et en connaissance de soi. Et d'ailleurs, vous avez fait une trousse de secours Oui, avec des questions clés, hein. oui, Hein, oui, oui, c'est par nos mais questionnements justement qu'on peut avancer, hein. absolument, Conscience des choses, hein. oui. Et par des petites choses, par aussi des gestes, hein, quand on est submergé par l'émotion, par un événement, par un choc, bon, ben, il y a des petites choses comme l'automassage des pieds et des mains, des yeux, il y a des techniques de respiration. Il euh, y a aussi, vous évoquez ça avec les fleurs de bac, c'est prodigieux, oui, hein. oui, Je- vraiment.
que Et tous ceux qui nous écoutent ont intérêt à découvrir ah les oui, fleurs de Bach, oui, hein. oui, Ne serait-ce que déjà que le rescue, hein. oui, absolument, absolument. Les fleurs de bac, ce qui est vraiment Vous en intéressant. parlerez mieux que moi parce que je crois que vous avez fait un livre dessus, les fleurs des Bach, non? Oui, Oui, oui. voilà, Et hein. j'ai découvert en Angleterre il y a très très longtemps les Ah, fleurs de bac. Et ce qui est formidable dans cette démarche de cet homme exceptionnel, c'est aussi l'idée de confier, de donner à des gens des outils pour que eux-mêmes puissent identifier la source de leur souffrance et y apporter le remède. Il y a toujours cette idée de singularité et d'autonomie. Ce n'est pas les autres qui vont nous dire, mais c'est moi-même en prenant conscience pour, de ma souffrance, de l'origine de ma souffrance et comment je peux m'en délivrer, que je vais grandir. Vous avez dit tout à l'heure être adulte. Mais c'est vraiment ça, en fait. Si on va sur un plan non spirituel, mais simplement psychologique, ben, être libre, c'est être un adulte. bien sûr. Ah oui, on C'est est c'est enfin, ce ce que qu'on vous a dit avez tout à l'heure, dit. penser par soi-même, hein. Ah oui, absolument. Et savoir qui l'on est. Et Et tout donc, est fait actuellement, chère Flavia, pour que les gens ne pensent pas par eux-mêmes. C'est ça le ah ben, problème. c'est un euphémisme, vous avez raison. Alors, non seulement ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, mais ils doivent penser d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, et puis il y a des sanctions pour les têtes qui dépassent. Voilà, voilà. On vit une époque formidable, hein. Tout à fait. Tout à fait. Là, il y a de quoi faire pour la libération. Il y a de quoi faire, oui. Espérons qu'on la verra, mais Oui, espérons. C'est espérons, pas hein. gagné encore. Pas gagné, hein. Alors, autrement, vous vous attachez, vous consacrez un chapitre aux blessures originelles, Oui, hein. Alors, quand vous traitez le rejet, bon, ça c'est connu, euh, envisagé classiquement, hein, oui, dans les grandes blessures, mais vous en proposez deux qu'on ne voit pas souvent, c'est la négligence et l'instrumentalisation. Si oui, vous pouvez nous en dire plus, cher Flavia. oui. Alors, j'ai eu cette réflexion. C'est un croisement, j'allais dire, au croisement entre les années d'accompagnement de personnes en situation de blocage, en situation d'interrogation existentielle, spirituelle, et après des lectures marquantes, notamment tout Alice Miller, hein, sur les conditionnements de l'enfance, sur la maltraitance, et aussi les 5 blessures qui nous empêchent de vivre de Louise Bourbeau. De Lise. De Lise, oui, Bourbeau, excusez-moi. Et il m'est apparu en croisant, je dirais, ces masses de données, moi, empiriques, et le travail et les réflexions de ces deux auteurs et praticiennes, et que effectivement, cette blessure de négligence et d'instrumentalisation était à la fois floue, était à petite touche, pouvait être saupoudrée et passer de manière, être invisible pratiquement. C'est Parce que subtil. le rejet, c'est massif. Oui. L'abandon, il y a la trahison aussi, Lise Bourbeau, la trahison, le rejet. euh, je- il y en a deux Je autres. sais, si je le sais, parce qu'en plus, Lise Bourbeau, c'est une amie, elle m'a déjà dit Ah, à une époque, mais bon, elle ne m'en voudra pas, je me souviens. alors je sais que ça fait l'acronyme trahi. Il y avait trahison, rejet, le A, je ne sais plus. C'est- Ça fait trahi. Il y avait injustice, le I, Lui, c'est injustice, oui. ouais, et le A, Abandon, abandon. abandon. Voilà. H, il nous manque le H. Humiliation. Humiliation, voilà, on y arrive, voilà. Mais la négligence m'a semblé faire partie, en écoutant des dizaines et dizaines d'hommes et de femmes, de ce qu'on appelle les violences invisibles, les maltraitances invisibles. Et elles ne sont pas forcément intentionnelles, loin s'en faut. Ça peut être par exemple une maman qui souffre de dépression, soit postpartum, soit plus tard, ou qui subit un deuil, et qui va être présente affectivement, mais pas présente physiquement, mais pas affectivement, et pas investie. Ça va être aussi des négligences émotionnelles où on va s'occuper matériellement de l'enfant, euh,
voir le suivre et le marquer au maillot pour qu'il ait de bons résultats scolaires, qu'il ait des tas d'activités, mais on va négliger ses besoins émotionnels. On ne va pas écouter ses goûts, on ne va pas écouter ses réactions. Du coup, on ne le reconnaît pas en tant que personne. Et surtout, là, l'autre blessure, appelle aussi brûlure originelle, hein, c'est l'instrumentalisation. Et quand on a eu la chance, enfin, on a tous le postulat et qu'on a tous une blessure originelle, tous. Parce que l'amour que l'on reçoit, mais dès le départ, il est conditionnel. Aussi grand soit-il, aussi massif soit-il, hein, l'amour parental, par exemple, il est conditionnel. Euh, il est instrumentalisant. Que l'on en fasse un chouchou de son enfant, un performant et même un loser, hein, de manière inconsciente, voilà. Il y a toujours une instrumentalisation. Et quand c'est pas l'instrumentalisation qui a de multiples visages, ça peut être des négligences, le rejet. Donc on est blessé. Et ça, c'est peut-être la première vérité et qui est la plus dure à admettre. On est tous, on a tous une blessure originelle. C'est pour Alors, ça que vous nous invitez à être des bons parents avec nous-mêmes. absolument, absolument. C'est de, déjà d'identifier cette brûlure, cette blessure originelle, et ensuite de ne pas y répondre et de ne pas attendre qu'elle soit soignée de la même manière et avec les remèdes que l'enfant blessé à cette époque attendait. Mais que en se comportant comme un adulte, en étant lucide, en s'autonomisant, c'est comme ça que l'enfant blessé ben, va céder la place à l'adulte bienveillant et bienfaisant pour lui-même. Et c'est vrai, encore une fois, tout est question de conscience et de confiance et de connaissance de soi. On peut tourner autour du pot et faire tous les diagnostics, utiliser tous les remèdes que l'on veut. Si on ne sait pas de vous qui êtes médecin de formation, vous le savez mieux que moi. C'est le diagnostic qui est la clé de la guérison. Bien sûr. Et pour le diagnostic, vous proposez l'écriture, Oui, hein, entre parce que autres, ça mène à la position de témoin. oui, il y a comment dire, il y a une prise de distance qui fait que les émotions vont cesser d'être un brouilleur, un parasite, un parasitage. Et donc, on va pouvoir se raconter. On peut se raconter à la troisième personne du singulier et faire tout un récit de sa vie, de comment étaient les parents, comment ils se comportaient. Et c'est vrai que utiliser la troisième personne du singulier pour faire un petit récit de vie, remonter aussi quand on souffre dans sa vie d'adulte, quand on a subi ou un échec ou un abandon et qu'il y a une réponse qui est très très forte ou qui se représente, un même type de relation toxique, un même type d'échec au travail, on peut tout à fait remonter dans son histoire et se dire, mais au plus loin que je me souvienne, avec quelle personne et à quel moment je me suis sentie humiliée Voilà. ou rejeté ou manipulé. Et on aura, et c'est Isabelle Filiosa qui appelle ça les émotions élastiques, parce que dans notre vie d'adulte, c'est comme un élastique qui s'est tendu et on remonte à la cause première et on se dit, ah oui, et une fois que le scénario de répétition est identifié, on peut en sortir. Voilà, et ça diminue la charge émotionnelle. Absolument. Ça, Et c'est... là, on peut se poser la question en adulte de se dire, OK, là, je ne vais pas remettre une pièce dans la machine. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour être en accord avec moi? Voilà, et on peut alors à ce moment-là faire ce que font les Japonais avec le Ah, le kintsugi. kintsugi? Oui, Kintsugi, ah, voyez, je le prononce mal. c'est Hein? ça. Oui, la Oui, réparation en or de la fêlure c'est dur. qui Voilà, qui embellit embellit le vase, l'objet. hein, le vase brisé. Hein? Absolument. Voilà. Et puis, donc, vous évoquez non, euh, les formidables thérapeutes que sont nos petits compagnons, mais le mien, là, il est parti. Ah Hein? oui, mais oui, C'est magnifique, ça. Il y a un pouvoir de guérison extraordinaire. Hein? absolument. Des maîtres en amour inconditionnel quand Oui, même. complètement. Hein, Ce sont complètement. les seuls qui nous aiment inconditionnellement. Et C'est magnifique. Hein? c'est c'est ce qu'il y a peut-être de plus émouvant, Oui. je trouve, dans cette dimension chaotique et brutale.
Et alors, L'amour des animaux. c'est tellement magnifique que c'est certain que les personnes qui ne connaissent pas ne peuvent pas imaginer la Non. beauté de cet amour, hein? Ah oui, C'est, moi j'ai deux chiens et un chat. Enfin, donc, vous voyez, oui, oui. Vous êtes bien, donc, vous êtes bien entouré, Flavia, hein? très bien Hein. entouré, et c'est un Voilà. émerveillement. Bon, puis on a un autre médicament que vous évoquez, bien sûr, qui est le premier, hein, c'est la nature, hein? Oui, Hein. oui, Et puis, vous en avez un petit peu parlé au début. Vous avez, oui, évoqué l'idée, c'est aussi s'ouvrir à plus grand que soi, voilà. hein. Oui, en fait, tout ce cheminement, et en fait, c'est le deuxième livre qui est plus psy, je dirais le premier, les mots qui nous libèrent, c'était les conditionnements et les croyances. Là, c'est les outils pour traverser les moments difficiles. Le troisième sera purement en mars psycho-spirituel. En fait, pour moi, tout cela nous mène à la question de la conscience. Il y a un chemin qui se sépare à un moment donné lorsque se pose la question de qu'est-ce que je suis? Si je pense que je suis un être né du hasard et voué au néant, je vais devoir, au niveau conscient et inconscient, gérer l'effroyable perspective de mon anéantissement. Et je vais donc avoir un certain nombre de comportements de divertissement, hein, au sens pascalien du terme, qui vont de la créativité, le meilleur, à une forme de religion, la religion aussi, mais aussi à la domination, à la jouissance sans entrave et à l'exploitation. Parce que c'est humain. On me dit que tout peut s'arrêter à tout moment. Qu'est-ce que je fais? Je me goinfre de tout Voilà, le plus vite voilà. possible. Mais Et je oui, prends à mon voisin parce qu'on ne sait jamais. il n'y a Voilà, aucune notion de respect. voilà. Et même si on a un idéal, on va dire humaniste, une éthique, mais combien de personnes vont garder leur éthique et leur valeur dans des situations difficiles ou de chaos? Une, mais ça, ou sur 10 peut-être, C'est mais ça l'exception ne, qui confirme la règle. voilà, ça ne changera pas la face du monde. Non. En revanche, si je pense que je suis une paillette, une étincelle de conscience, appartenant à une conscience plus grande, originelle, qui a un design, un but, un destin, et que en tant que conscience, je suis descendue dans l'incarnation faire l'expérience de la matière pour faire rayonner et être pleinement cette conscience, ben je ne vois plus les choses de la même manière. Mais je dis toujours, voilà, je dois me quand même m'occuper. Et là, moi, ce sera l'objet, là, c'est de mon prochain livre, de faire cette jonction entre la petite conscience du moi et la conscience supérieure. Parce que comme nous sommes incarnés, eh ben, on n'est pas toujours à l'étage supérieur. Sinon, on serait plus dans cette Ça veut dire dimension. on ne serait pas là. On ne serait pas là, hein. C'est pas là. Donc, c'est bien de savoir comment on fonctionne et comment couper des liens, euh, je dirais, s'enlever les boulets des pieds pour passer en conscience pleinement à l'étage supérieur. Et là, voilà, là, on respire mieux, on voit les choses clairement et on voit aussi avec indulgence le petit personnage du grand film dans lequel on joue. Mais c'est vrai que c'est irréconciliable, hein, comme ce sont deux chemins absolument Oui. opposés. Il n'y a pas de passerelle possible Et, euh, et une, entre le matérialisme et le spiritualisme. La vision sont totalement et- incompatibles. et une fois qu'on a franchi la passerelle, il n'y a pas de retour en arrière, Il n'y a hein. absolument aucun retour possible. Aucun retour possible. Et il n'y a Écoute, pas de en même temps. Vous savez, le fameux non, en même temps, non, oui, qui est à la mode, non, n'est-ce pas? On voit ce que ça donne. c'est pas miraculeux. Ah non. Bon, écoutez, cher Flavia, vous nous laissez dans la joyeuse impatience de ce nouveau livre, mais en attendant, tous ceux qui nous écoutent, ils vont nous écouter, pourront déjà profiter de ce petit livre des grands réconforts, hein, justement, hein. Un grand merci et bravo, cher Flavia. Immense merci à vous, cher Christian. Vraiment. Merci.